Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Livre Ensemble, votre rendez-vous de la laïcité. Recours contre la loi pandémie, recours contre le Covid Safe Ticket, recours contre le port de signes convictionnels à la STIP ou encore recours d'étudiants contre une note obtenue à un examen. Nous vivons depuis quelque temps déjà dans une société du recours, une façon pour le citoyen d'exprimer son désaccord par rapport à un règlement ou une loi, une façon aussi de pousser les décideurs politiques à avancer sur un sujet délicat. Les juges deviennent-ils les nouveaux décideurs politiques? C'est une des questions que l'on va poser à nos deux invités aujourd'hui. Alors déjà, bonjour à tous les deux. Tout d'abord, Geoffrey Grandjean, vous êtes professeur de sciences politiques à l'Université de Liège et auteur de « Pour une commune justice » publié aux éditions Espace de Liberté. Et alors, Benoît van der Merchen, vous êtes secrétaire général du Centre d'action laïque, lequel qui depuis quelque temps a décidé de pratiquer cette politique du recours. Vous allez nous en parler dans un instant. Une pratique aussi que la Ligue des droits humains utilise depuis quelque temps déjà, Ligue que vous avez présidée de 2006 à 2011. Alors, Geoffrey Grandjean, c'est un principe essentiel en état de droit. La justice, elle doit être indépendante. Elle est bien séparée des deux autres pouvoirs, le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif. Or, vous nous le dites dans le livre, le juge des cours suprêmes, de type Cour constitutionnelle, Conseil d'État, il joue quand même un rôle politique parce qu'on l'oblige à prendre position face à tous ces recours. Oui, alors tout d'abord dire que je ne suis pas en train de dénoncer un gouvernement des juges, je ne suis pas en train de dire que les juges ont pris le pouvoir et qu'ils sont partisans dans toutes leurs décisions. Je pense que dénoncer le gouvernement des juges est un peu stérile. Par contre, travailler sur ces décisions des cours suprêmes, Cour constitutionnelle, Conseil d'État, Cour de cassation, c'est travailler sur des décisions qui ont des conséquences sociales et politiques majeures. Et donc à un moment donné, ces juges, ils vont devoir d'une manière ou d'une autre se mouiller, surtout quand nos représentants politiques ou quand les citoyens le leur demandent parce qu'ils souhaitent qu'une décision soit prise, qu'une solution soit tranchée devant justement les arcanes judiciaires. Alors on va donner plusieurs exemples, mais vous dites aussi qu'ils ont un rôle politique parce que notamment leurs décisions, elles ont un pouvoir, un caractère contraignant, un peu comme une décision politique qui est prise par un parlement. Il y a vraiment un pouvoir, il y a aussi une légitimité. C'est ça ? Oui, alors il y a d'une part cet aspect contraignant. Le meilleur exemple, c'est de prendre le cas des décisions de la Cour constitutionnelle. Lorsque la Cour constitutionnelle annule une loi, c'est bien détricoter l'œuvre du législateur et le fait qu'il n'y ait plus de loi, ça va concerner l'ensemble des citoyens. Par ailleurs, il y a ce côté légitime, cette dimension légitime, parce qu'à un moment donné, ces juges, s'ils siègent dans les juridictions dans lesquelles ils sont, ils bénéficient de différentes sources de légitimité, de par exemple, la manière dont ils ont été nommés, le processus de désignation, leur qualité, etc. Donc, ce n'est pas n'importe qui siège dans ces juridictions. Oui, et en plus, dans ces juridictions, les décisions qui sont prises, elles ont un poids sur l'ensemble de la société. Oui, singulièrement devant les décisions des cours suprêmes, parce qu'on est dans un système judiciaire ou juridictionnel qui est pyramidal. Et la décision qui va être prise par une cour suprême, soit va concerner l'ensemble des citoyens, soit va concerner une affaire précise. Mais comme c'est la juridiction suprême, à un moment donné, les autres juges vont s'en inspirer. Et donc, il y a un effet tache d'huile, en quelque sorte, qui va se répandre sur l'ensemble du système juridictionnel. D'où cette portée qui est collective, directe ou indirecte. Alors, Benoît van der Merchen, je le disais en introduction, vous avez présidé la Ligue pendant 4 ans. La Ligue des droits humains. Alors, la pratique, on va dire, des recours, introduire des recours contre certaines décisions, c'est une pratique que la Ligue a beaucoup expérimentée. Alors déjà, pourquoi finalement faire un recours? Pourquoi, quand on est une association, on peut parler de la Ligue, on peut parler évidemment du Centre d'action laïque, pourquoi on décide d'attaquer une décision et de faire un recours? Vous savez, les droits humains fondamentaux, ils restent fragiles, qu'ils soient le produit de petites victoires, de grandes révolutions. Les maintenir en l'état, il faut une vigilance éternelle pour défendre nos libertés. Et si on veut leur donner un caractère effectif, eh bien, il faut alors avoir cette possibilité d'ester en justice et de pouvoir les revendiquer et leur donner tout leur effet plein et entier. Mais en même temps, ce n'est pas simple de faire ce type d'action en justice. Dans ce livre très plaisant, notre auteur ici parle à un moment donné d'un dialogue juridictionnel, d'un complément à tout ce qui est processus parlementaire.
Je pense que ça peut se jouer devant les juridictions suprêmes. Dialogue juridictionnel, quand on est simple justiciable devant un tribunal de police, peut vous assurer que la justice est très infantilisante et qu'à certains moments, c'est pas vraiment ça. Mais donc, c'est pas facile d'aller en justice. Hein. C'est ouvrir une digue quand on met un procès. Mais en même temps, c'est nécessaire. Ça coûte aussi de l'argent. Et ça coûte de l'argent. Les motivations peuvent être diverses, mais c'est un moment quand on a l'impression de se heurter face à un mur, de ne pas avoir le sentiment d'être entendu. C'est une dernière possibilité de faire respecter le droit. Ce n'est pas toujours aussi évident et aussi compréhensible que ça. La Ligue, vous l'avez cité, mais même d'autres structures. Le CAL aussi, nous sommes souvent auditionnés devant des commissions parlementaires pour des propositions de loi, des projets gouvernementaux. Et parfois, on a l'impression qu'il y a expert. Notre société, un expert en matière de virus, lui on l'entend, un expert en matière de droits de l'homme ou de laïcité. Parfois, on dit oui, on t'a écouté, et puis après, on continue et on trace et on va de l'avant. Mais alors, si on a l'impression d'être face à une impasse et que la lecture que l'on peut avoir de l'état de droit, du respect de la démocratie, c'est qu'il y a des textes internationaux plus souvent qui protègent les droits fondamentaux qui doivent être respectés, on se tourne alors vers ce juge impartial, neutre. On pourrait dire beaucoup sur la justice. La justice, c'est pas non plus le corps le plus progressiste qui soit. Tolstoï a écrit que, je vous cite, l'unique fin des tribunaux, c'est de maintenir la société dans son état actuel. Donc il y a un petit peu de ça, de conservatisme qu'on peut avoir, mais néanmoins, c'est certainement à la Ligue, on a pu le voir, à un moment donné, pour sauvegarder des acquis, pour empêcher un détricotage de droits fondamentaux, oui, c'est un bouclier essentiel. Maintenant, la justice, elle peut être prise aussi dans un autre sens. Elle peut être à la fois tout autant épée que bouclier. Ça, on aura peut-être l'occasion d'en parler, mais les motivations des plaignants ne visent peut-être pas toujours dans le système un petit peu idéal et rêvé par Geoffrey. Il y avait cette idée de viser de l'intérêt collectif. C'est pas toujours ça qui anime non plus les plaignants dans des procès. Et il peut y avoir, là aussi, vous êtes journaliste, vous savez bien que, par exemple, si on évoque la campagne en France actuellement, il y a de puissants groupes financiers qui ont aux mains des médias et qui n'hésitent pas, quand il y a des enquêtes qui pourraient les déranger, à intenter procès sur procès qui épuisent des journalistes qui, à la fin, ou des rédactions qui, à la fin, préfèrent baisser les bras plutôt que d'entamer, justement, des bras de fer qui peuvent être humainement et financièrement très coûteux. Oui, donc des procès-pression, comme on appelle ça. Mais ça veut dire quand même que parfois, on préfère utiliser la justice, ou en tout cas faire un recours en justice, plutôt que de s'adresser directement aux représentants élus, aux représentants parlementaires, aux ministres, qui... Normalement, ça devrait être la voie classique de se dire, voilà, je ne suis pas d'accord avec une loi, je ne suis pas d'accord avec un règlement, je m'adresse aux politiques en premier lieu. Alors là-dessus, je ne peux que vous conseiller la lecture passionnante du livre de Geoffrey, parce qu'il parle aussi de toutes ces questions-là de transfert de responsabilité. D'abord, j'ajouterais que parfois, le simple fait d'introduire un recours sans même imaginer le résultat peut avoir une forte dimension symbolique. Qu'à un moment donné, une association comme le CAL décide de soutenir des enseignants dans telle ou telle situation, une haute école à Bruxelles, ça a du poids. Qu'on décide d'intervenir dans un dossier comme celui de la STIP que vous avez évoqué, symboliquement, c'est une institution, une autorité morale qui décide à un moment donné de dire « je me lance dans l'arène ». On aurait peut-être souhaité, effectivement, parce qu'on adore le débat d'idées sans concession, dans le respect des personnes, que l'arène reste parlementaire, là où les choses doivent se décider pour la société. On ne peut que constater que dans pas mal de dossiers, à cause de l'inaction, peut-être aussi de la frilosité du politique à certains moments, l'arène se déplace vers les cours et tribunaux, alors il faut y prendre sa place. Mais parfois, cette force symbolique-là, elle est aussi importante que les résultats qu'on peut obtenir. Donc, je préfère évidemment avoir un résultat positif à la fin, évidemment, parce qu'on peut avoir une véritable influence sur le droit positif dans lequel on est. Mais déjà, la dimension symbolique, elle n'est pas négligeable. Oui, donc il y a un vrai, c'est vrai, vous l'abordez dans le livre, il y a quand même un transfert de responsabilité aujourd'hui de l'arène politique à l'arène judiciaire. Oui, mais c'est la question de la représentation qui est interrogée en fait indirectement à travers cet ouvrage. Les citoyens n'ont peut-être plus la même force ou la même envie de se tourner directement vers leurs représentants pour faire aboutir leurs revendications, leurs causes, et vont se tourner directement vers les juges. Donc ça pose une question fondamentale. Alors, est-ce que c'est nouveau ? Pas nécessairement. Le déclin de l'institution parlementaire n'est pas dû au XXIe siècle. Ça fait déjà quand même un certain nombre d'années, voire dizaines d'années que c'est le cas. Mais force est de constater que là où le pouvoir exécutif a encore un rôle important à jouer, on voit par exemple en Belgique que même le pouvoir exécutif a tendance de plus en plus à ne plus être le lieu de la libre décision. Et donc on renvoie à un moment donné la patate chaude aux juges pour trancher des grandes questions de société. Et ce qui est intéressant dans ce que disait Benoît, et ça il faut insister, c'est que le juge,
il n'est pas que progressiste, il est également conservateur. C'est pour ça d'ailleurs que moi je n'aime pas, dans le livre, je parle des juges, je m'intéresse plus aux juges qu'à la justice, parce que je trouve que ça montre cette diversité de profils de juges qui vont être amenés à trancher des décisions. Je n'ai pas envie de présenter une justice homogène en Belgique. On le voit bien dans toutes les décisions, et même en France ou en Europe. C'est beaucoup plus compliqué que ça, c'est beaucoup plus complexe. Et donc il y a des matières où les juges vont être parfois très progressistes, et d'autres dans lesquelles ils vont vraiment être les gardiens de l'État au sens premier du terme et être très conservateurs. Oui, parce que, et en même temps, leurs propres valeurs jouent dans leurs décisions. On ne peut pas dire que le juge est quelqu'un qui est totalement déconnecté de la société. Il a des valeurs, il a des convictions qui vont avoir quand même un certain impact du coup sur la décision qu'il va rendre. Oui, maintenant il faut aussi être conscient qu'il y a une certaine méthode de travail. Quand on rend la justice, on n'est pas en train de simplement de donner sa décision, son opinion personnelle. Il y a une méthode de travail, on doit répondre à des arguments, etc. Mais par contre, je trouve que ça vaudrait la peine de se dire que ce ne sont pas des êtres inanimés qui siègent dans les juridictions. Non, c'est des êtres humains comme tout le monde. Et à un moment donné, ces êtres humains ont en effet leur propre opinion. Alors, je voudrais qu'on reprenne plusieurs exemples. Vous en citez dans le livre. Il y a un cas, peut-être commençons par un cas français dont on a certainement déjà entendu parler ici, c'est Cédric Héroux. Donc, Cédric Héroux, en France, est un activiste militant qui accueille dans la vallée de la Roya des migrants chez lui, qui les accueille, qui les aide parfois aussi à avancer sur leur parcours de migration. Et donc, il a été poursuivi plusieurs fois. Et il y a une décision que vous expliquez dans le livre, c'est le fait que son cas a fait l'objet finalement d'une reconnaissance de la fraternité comme une valeur importante pour la France. Est-ce que vous nous expliquez un petit peu ce cas-là particulier ? Oui, donc Cédric Héroux, c'est une affaire très intéressante parce que c'est vraiment le cas typique d'un dialogue entre institutions, notamment en France. Il y avait une législation en France qui pénalisait le fait d'aider des personnes à séjourner et à circuler illégalement sur le territoire. Il y avait une exception qui était prévue, c'est que dans certains cas, pour des raisons humanitaires, on pouvait aider quelqu'un à séjourner. Le problème, c'est que Cédric Héroux, il n'a pas fait qu'aider à séjourner, il a également aidé à circuler sur le territoire. Et donc, il était potentiellement poursuivable parce qu'il avait aidé des personnes en situation irrégulière à séjourner sur le territoire français. Et donc, lui va contester cette loi en disant, voilà, la Constitution, ce principe de fraternité, qui est un principe à valeur constitutionnelle, me protège. J'ai le droit d'être fraternel avec d'autres personnes et de les aider. Et le Conseil constitutionnel va lui donner raison, ce qui va impliquer de modifier la loi, puisqu'il va falloir modifier la loi pour justement ne plus pénaliser uniquement ceux, en tout cas ne plus prévoir une exception uniquement pour ceux qui aident à séjourner pour des raisons humanitaires, mais également ceux qui aident à circuler. Et donc c'est ainsi que le Conseil constitutionnel va consacrer la fraternité comme principe à valeur constitutionnelle et que ça va pousser après le législateur à devoir revoir sa copie et en cascade les juridictions à progressivement ne pas condamner Cédric Héroux pour les faits qu'il avait commis. Mais ça va prendre plusieurs années et on voit comment il a fallu se tourner vers la Cour suprême, le Conseil constitutionnel pour y arriver. Oui, donc c'est vraiment un cas particulier où on voit que ça a fait bouger les choses, au niveau législatif. Et du coup, j'avais envie de me tourner vers vous, Bernard van der Merchen, parce que, par exemple, en Belgique, on a le cas des cours de philosophie, de religion, de morale et de religion. Là aussi, il y a eu une décision de la Cour constitutionnelle qui finalement a donné lieu, quelques années plus tard, au cours de philosophie et de citoyenneté et au fait que le cours de religion et de morale vont, si pas disparaître, en tout cas sont passés à 1 heure et pourraient devenir des cours options dans quelques temps. Mais vous avez tout à fait raison et soyons de bon compte, ce que dit la Cour constitutionnelle dans ce dossier en 2015 avait été dit par des constitutionnalistes experts invités en commission de l'éducation au Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles. La Cour n'a fait que confirmer ce que nos représentants politiques savaient déjà, mais n'avaient pas le courage d'affronter et de faire évoluer. Il n'y a pas cette décision de la Cour suprême, de la Cour constitutionnelle, eh bien le dossier ne bouge pas. Nous avons maintenant une loi pandémie. Si jamais la Ligue des droits humains maintenant n'avait pas introduit une action devant le tribunal de première instance de Bruxelles qui a abouti à une décision qui en première instance
a indiqué que la gestion par arrêté royal, donc uniquement gouvernementale, cette pandémie ne suffisait pas parce que c'est un sujet qui doit être traité au Parlement et qui doit respecter toutes les règles classiques d'un État de droit. Il n'y a pas cette décision du tribunal de première instance, ça ne bouge pas non plus. Et on est toujours dans cette situation-là où par rapport à, il faut le dire, parfois un politique qui n'ose pas assumer ses responsabilités, on renvoie la patate chaude au juge. Et j'ai même parfois le sentiment que ça devient un objet de négociation politique. On sait bien dans les gouvernements de coalition, il y a parfois des dossiers, je dois lâcher là-dessus, je dois lâcher peut-être sur autre chose. On lâche sur quelque chose en disant il y aura un recours et de toute façon je regagne cause 2 ans ou 3 ans après. Et donc on est dans un calcul très cynique avec une justice qui n'est pas toujours demanderesse. Il y a une décision toute récente qui a été prise par le tribunal du travail de Liège, à propos, c'est le 24 février, à propos d'une question de signe convictionnel dans une commune de la province de Liège. Je vous cite, ici, ça prend 30 secondes. Le tribunal pense que le débat relatif au degré de neutralité de l'État belge, ses autorités et ses publics, devrait être précisé par le législateur fédéral. Il dit, c'est pas à moi de le faire. Puis ensuite, il me dit, je vais statuer sur une affaire qui m'est soumise, et puis un autre juge se statuera plus tard, et ailleurs, sur une autre affaire, pour d'autres parties, parfois pour des faits fort semblables, mais toujours un peu différents. Nous aurons des décisions en sens contraire, tout aussi légitimes, bien motivées, en fait et en droit, seront rendues, de sorte que le citoyen risque de ne plus s'y retrouver. Et puis il dit, même en cas de silence ou d'obscurité de la loi, je suis là pour faire mon boulot comme juge, mais il est en train de dire, vous m'obligez à prendre une décision sur quelque chose qui ne va pas nous donner une société apaisée parce que vous n'osez pas prendre vos responsabilités. Oui, sur le cours de morale, ce qui est intéressant, c'est qu'on oublie aussi dans l'historique de l'histoire politique belge que ça résulte directement des guerres scolaires, 1879-1884, première guerre scolaire, deuxième guerre scolaire 1954-58. On adopte cette loi en 1959 qui sera d'ailleurs qui sera au cœur du contentieux en 2015 lorsqu'on veut revoir ce système. Donc c'est là aussi que c'est intéressant, c'est de se dire tiens, dans l'histoire politique, alors qu'avant on arrivait à trouver des compromis potentiellement entre acteurs politiques, maintenant c'est le juge qui est en train de revoir des pans entiers d'accords qui ont été conclus dans l'histoire politique belge. C'est pas anodin, je pense, tout ça. Il faut quand même se rendre compte que ça entraîne une vraie mutation du lien de représentation. Oui, c'est vrai qu'un autre exemple que vous donnez, c'est sur la question des facilités, par exemple, en Belgique, où on voit que là, normalement, il devrait y avoir un compromis à la belge, comme on dit. Et après des années et des années où il n'y a pas de compromis, vraiment, de nouveau, on laisse au juge le pouvoir de décider parce qu'on ne sait pas quoi faire, en fait. Oui, c'est un très bel exemple, le cas des facilités, où à un moment donné, les acteurs politiques n'arrivent pas au détour d'une réforme de l'État, de plusieurs réformes de l'État, même à se mettre d'accord. Ce qui pose la question suivante, est-ce que le modèle belge, j'ai souvent l'habitude de critiquer le consensus à la belge, je ne le cache pas, est-ce que le modèle belge n'est lui-même pas essoufflé, en fait, quand on voit ça, et qu'on se dit, tiens, est-ce que le modèle consensuel qui découle de 1831 n'est pas un modèle qui ne correspond plus maintenant à la réalité dans laquelle on vit et qui montre qu'il faut passer à autre chose. Oui, et les cas d'introduction de recours que le CAL a fait en ce moment. Donc en fait, le Centre d'action laïque a introduit 2 recours différents en tierce opposition. Alors c'est sur la question du port des signes convictionnels. On sait que là aussi c'est un débat délicat. Et est-ce que vous avez le sentiment que vous, en tant que secrétaire général du CAL, vous avez dû agir en justice parce que les politiques ne se décidaient pas et les politiques ne voulaient pas débattre de ce sujet ? J'ai évoqué tout à l'heure le changement d'arène pour tous ces sujets qui sont effectivement toujours font l'objet de débats enflammés. Mais effectivement, tant pour la STIP que pour la ville de Bruxelles, et c'est un choix politique, mais ce sont les mêmes majorités qui décident de ne pas aller en appel d'une décision qui les condamne. Alors, c'est quand même un peu absurde, parce que la STIP qui avait été primée pour son action en faveur de la diversité et de l'inclusion est maintenant définitivement condamnée pour des faits de discrimination. Elle interdisait le port de signes. Si moi je suis administrateur de la STIP, je me dis j'ai pas envie que ma boîte soit vue judiciairement comme ça. Et pour la ville de Bruxelles, la décision qui avait été rendue, c'est de dire la compétence de gérer ou pas les ports de signes confessionnels dans l'école, c'est pas une compétence de la ville de Bruxelles comme pouvoir organisateur, mais de la fédération Wallonie-Bruxelles. Alors, à partir du moment où on accepte ça, je ne sais pas encore ce que le pouvoir organisateur, ville de Bruxelles, peut faire dans son enseignement. Mais donc ce sont des choix politiques qui concernent une situation donnée.
où on voit bien que les enjeux qui amènent à cette absence de décision sont bien plus larges que le cas d'espèce. Et oui, c'est dans ce cadre-là que nous, on intervient. Au nom de notre objet social, de ce que l'on pense être adéquat pour la société dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Donc c'est un débat. Hein, mais pour ouvrir aussi le débat, oui. Pour que le débat soit, devienne un débat serein, peut-être un vrai débat. Alors là-dessus, peut-être à rebours de ce que j'ai dit tout à l'heure, moi je voudrais insister sur le fait que la justice, aujourd'hui, dans la société où on est, elle est absolument essentielle. Hein. Si on prend encore un petit peu de hauteur, on vient de vivre quand même quelques années un peu ahurissantes, radicalement inédites, dans lesquelles on voit bien que ce soit la lutte contre le terrorisme et puis la lutte contre la pandémie, le discours qui vient très vite au niveau gouvernemental, c'est de dire on n'a plus le temps de faire du droit, on n'a plus le temps de discuter, on n'a plus le temps de contrôler, il faut aller vite, faites-nous confiance et nous on avance et on trace. Ce qui donne sans doute dans le cadre de la lutte contre le terrorisme des mesures qui sont prises qui peuvent être portées atteinte aux droits fondamentaux si on change la cible, la tourelle, en disant on va élargir effectivement tous ceux qui pourraient être incriminés. Quand on voit la lutte contre la pandémie, où il n'y avait pas de débat au Parlement pendant tout un temps, où ça a été réglé sur base d'arrêtés royaux avec une habilitation au départ qui ne correspondait pas à la réalité des choses, on se rend bien compte que l'on habitue les gens à prendre des mesures sécuritaires, ça se répète dans le temps, et habituer les gens à prendre des mesures sécuritaires et à se passer de ce qui est le classique dans un état de droit, une démocratie, le Parlement, les juridictions et autres, c'est préparer peut-être de sombres lendemains après des élections. Sur ce point-là, je pense que toute la succession de réformes polonaises montre à quel point, quand on veut s'attaquer à un moment donné à des droits fondamentaux, à un état de droit, un des acteurs premiers qu'on va attaquer, c'est la justice. Je crois que c'est très clair. Et donc, à un moment donné, dans un système, quand on s'attaque aux juges, moi, je reste convaincu, et c'est la thèse que je soutiens dans l'ouvrage, hein, que les juges sont les gardiens de ce conflit toujours possible. Cette possibilité qu'on a toujours, même une minorité, de contester la décision de la majorité. Or, ce sont les juges qui sont ce gardien de cette contestation toujours possible des décisions de la majorité. Et quand on s'attaque à l'édifice juridictionnel, c'est bien parce qu'on ne veut plus qu'il y ait ce conflit organisé dans un système politique. Autrement dit, c'est bien qu'on est en train de porter atteinte à notre état de droit, clairement. Et en même temps, cette succession de recours, est-ce que ce n'est pas le signe aussi que les citoyens, alors comme vous dites dans le livre, le citoyen se pense de plus en plus comme sujet de droit. En fait, on estime en tant que citoyen qu'on a plus de droits qu'avant et en tout cas, on fait plus de recours parce qu'on veut revendiquer ces droits. En tout cas, j'ai l'impression que ça traduit le fait que le citoyen se met d'abord en avant lui seul. C'est ça le problème. Maintenant, tout n'a pas ses limites. Je veux dire, ce n'est pas un problème si on défend plus les droits des citoyens. Je pense même que c'est très positif de se dire qu'à un moment donné, on peut aller défendre nos droits. La question qui se pose, c'est il ne faut pas oublier qu'on doit vivre ensemble. Ça reste un des prérequis que je considère dans mon ouvrage, c'est que j'ai envie de vivre avec quelqu'un d'autre, avec les autres. J'ai envie de vivre en collectif. Donc si je veux qu'on vive ensemble, si on a envie de vivre ensemble, tout ne peut pas être guidé par mon unique intérêt individuel. Et c'est là où je trouve qu'il faut à un moment donné se décentrer, cette idée de décentrage que je propose, de dire si à un moment donné je veux défendre certaines causes, défendre certains droits, je peux aussi montrer que cette cause qui m'affecte personnellement, elle peut affecter également la société dans son ensemble ou des groupes plus larges dans leur ensemble. Et c'est cette idée qu'il faut essayer à la rencontre entre l'intérêt individuel et l'intérêt collectif, notamment peut-être en revoyant la manière d'accepter la recevabilité de certains recours, tout simplement. Oui, hein, c'est la thèse que vous défendez, d'ailleurs c'est le titre du livre, hein, pour une commune justice. C'est-à-dire que pour vous, on devrait pouvoir à la fois effectivement montrer l'intérêt individuel, le fait que pourquoi moi en tant qu'individu je fais un recours, mais que chaque recours ait quand même ce côté collectif et en quoi mon recours pourra avoir un impact sur le vivre ensemble, par exemple. Et là, je limite mon propos au recours introduit devant les cours suprêmes, parce qu'aller devant une justice de paix pour un problème de voisinage, à un moment donné, il faut arrêter le raisonnement. Mais c'est quand on s'adresse à des cours suprêmes, là on se dit les décisions de ces cours suprêmes, elles n'ont pas qu'une conséquence individuelle, elles peuvent avoir des conséquences collectives. Donc il est d'autant plus important justement de se dire qu'il faut raisonner aussi en termes d'intérêt collectif. Donc le paysage n'est pas sombre. On voit bien, à travers les associations, à travers certains recours, qu'il y a des individus et des groupes d'individus qui sont quand même animés par cette volonté de promouvoir l'intérêt collectif, même devant les juges. Donc moi, je trouve qu'il y a à l'heure actuelle, par exemple sur la question de la justice climatique, un effet rassurant où on se dit « Ah,
On sent qu'il y a maintenant sur le territoire européen des individus qui pensent collectivement. Ça existe encore, heureusement. Oui, donc les cas de la justice climatique, ce sont notamment des décisions de juridiction suprême dans certains pays qui ont estimé que l'État n'avait pas fait suffisamment en matière de changement climatique et de réduction de gaz à effet de serre, notamment d'ici 2030. C'est-à-dire qu'on se projette, des citoyens se projettent dans plusieurs années, les juges se projettent dans plusieurs années et se disent, voilà, quand on sera en 2030, il sera trop tard. Donc si on pense à l'intérêt collectif, il faut agir maintenant pour le futur. Et là, je trouve que c'est rassurant de se dire que maintenant, il y a à la fois des citoyens, des groupes intéressés, des associations et des juges qui ont ce raisonnement sur des questions déterminantes. Alors, vous, en tant que secrétaire général d'une association, j'imagine que l'intérêt collectif, il est présent quand vous introduisez un recours ou une tierce opposition. Évidemment, l'intérêt collectif, il est là. Évidemment, et je dirais même qu'en matière de justice, pour aller jusqu'au bout de la réflexion, ce n'est pas l'idée que les citoyens aient tous les droits. Le vrai combat, c'est que tous les citoyens aient les mêmes droits. Et à ce titre, la justice, elle aura un rôle essentiel. Et très modestement, la charpente, évidemment, du Centre d'action laïque, la laïcité, c'est évidemment tous les instruments qui protègent les droits humains fondamentaux. Et c'est ça qu'on a envie de faire respecter. Si c'est par un rappel public, politique, et ça ne suffit pas, il faut aller plus loin, on passe un cran plus loin. J'ajoute quand même sur cette importance des juridictions suprêmes. Au plus elles auront un rôle important, au plus on risque de tomber dans un système à l'américaine, où on s'interroge sur tiens, qui on a nommé, qui va être là, pendant combien de temps, de quelle façon. Généralement, ce sont des débats qui restent très feutrés. On a quand même eu toute une saga autour de la désignation ou pas d'une personne désignée par le Parti écologiste. Et puis maintenant, tout un débat sur qui allait partir pour remplacer un poste étiqueté libéral. Et si on regarde effectivement à la presse, on citait tel ou tel nom. Moi, je pense que l'important, c'est les compétences et les étiquettes. Elles sont ce qu'elles sont, mais il peut y avoir des compétences derrière. Mais on va finir par regarder aussi le parcours. Ah tiens, celui-là, c'est l'ancien PSC qui vient au MR. Tiens, celui-là, non, au contraire, c'est un bon laïc. On va finir par avoir ce genre de regard, alors que c'est plutôt les compétences qu'il faut vraiment avoir en tête. Mais oui, peut-être juste une dernière réaction par rapport à ça, parce que vous l'abordez dans le livre. Est-ce qu'on va avoir bientôt un juge qui va se présenter un peu à l'américaine en disant voilà mes convictions? Oui, mais c'est la question, je trouve, de la publicité à un moment donné, des débats et des discussions sur la nomination des juges des cours suprêmes. Moi, je reste convaincu qu'il ne faut pas politiser la justice parce qu'on a connu des dérives en Belgique et il y a des mécanismes qui ont été mis en place, notamment à travers le Conseil supérieur de la justice ou autre. Mais je trouve qu'à un moment donné, se dire qu'à ces postes clés et importants d'un système politique, on a des personnes qui ont plutôt certaines idéologies, ont une certaine vision du vivre ensemble. Je trouve que dans le débat social, tout simplement, ça peut aussi réenchanter un peu la démocratie parce que les citoyens vont se rendre compte que ce n'est pas des institutions qui sont éloignées de leurs préoccupations, que du contraire. Après, comme le souligne Benoît, moi je ne suis pas du tout en faveur d'un rôle accru des juges. Je pense qu'il faut dès maintenant repenser nos systèmes de représentation pour éviter que dans 20 ans ou dans 25 ans ou même peut-être dans 10 ans, tout se fasse devant les juges. Parce qu'alors là, c'est inquiétant quand même sur notre système politique. Et pour retransférer finalement les responsabilités vers l'arène politique, vers le Parlement principalement. Si vous voulez creuser ce sujet, je vous encourage vivement à lire donc Pour une commune, justice de Geoffrey Grandjean, publié aux éditions Espace de Liberté. Vous proposez aussi des conférences à des maisons de la laïcité ou à tout autre lieu qui voudrait vous écouter sur ces thématiques-là. Merci beaucoup à tous les deux, donc Geoffrey Grandjean, Benoît van der Merchen. Merci à vous de nous avoir suivis et une belle journée à tous.